Vous voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, hein, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'Antéchrist. Est-ce que vous avez du mal à comprendre avec le racisme? Et j'invite les personnes concernées uniquement à me corriger si je me trompe. D'une part, c'est un système d'oppression, comme je l'ai expliqué. Et d'autre part, c'est la destruction d'une culture et d'un peuple. Donc c'est pas seulement dire sale, peu importe. Les personnes blanches, pendant des siècles, se sont efforcées de détruire les autres cultures pour imposer la leur et leur système économique, politique et social. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand les Blancs ont colonisé les peuples natifs américains. Il y a une culture autochtone qui s'est totalement perdue. Or, ça peut pas être le cas pour la race blanche. Déjà parce qu'il n'y a pas proprement de culture blanche. Et s'il y en avait une, ce serait la culture occidentale. Donc le capitalisme, tout ça. Or, ça marche plutôt bien dans notre société, non? Et c'est un petit peu le système par défaut. Alors je suis désolée, mais si on t'a traité de sale babtou à la cantine, c'est absolument pas équivalent à toutes les oppressions et les violences que les personnes racisées ont subies au cours des siècles et encore maintenant. Et je vous invite à vous renseigner auprès des personnes concernées surtout. Alors le racisme, c'est une idéologie qui a été dessinée au fil de l'histoire. Donc c'est vraiment une construction socio-historique, une idéologie qui a donné lieu à des pratiques institutionnelles qui vont de l'esclavage au génocide en passant par la colonisation. Donc ces idéologies ont été forgées contre des minorités. À ce jour, il n'y a pas de théories anti-blancs qui ont été pensées et qui ont donné lieu à des pratiques gouvernementales, à des génocides, à des colonisations contre les blancs. Donc parler de racisme anti-blanc, c'est déplacé parce que s'il peut exister une hostilité, une haine, de la violence physique contre les blancs, et c'est pas bien, on est d'accord. C'est pas bien ce que t'as fait là. Non. Faut pas recommencer. On peut parler de racisme parce qu'il n'y a pas de système. Ce sont des interactions individuelles qui ne sont pas des pratiques collectives. Donc parler de racisme anti-blanc, ce n'est pas le bon mot. On peut parler de haine, de discrimination, de violence anti-blanc, mais pas de racisme. Ceci n'est pas une énième vidéo destinée à expliquer que contrairement à ce que racontent Gwendoline et Rokhaya, le racisme anti-blanc est bien une réalité, car si certains arrivent à admettre que la haine raciale ce n'est pas du racisme, alors c'est leur problème. Non, ce qui m'intéresse ici, c'est la façon dont Rokhaya et Gwendoline décrivent l'histoire supposée criminelle des peuples blancs. Leur erreur principale, c'est qu'elles jugent des événements historiques très lointains dans le passé à l'aune des valeurs très récentes de notre époque. Or comme les Blancs, les Noirs ou les Indiens d'Amérique, les valeurs morales ont également une histoire. Les mots tout comme les actes ne sont pas équivalents tout au long du temps. Avant le nazisme par exemple, parler de race n'impliquait pas la même chose qu'après Adolf Hitler, et le concept de colonisation n'a pas toujours été associé à quelque chose de honteux. C'est d'ailleurs pour ça que Jules Ferry, figure politique de la gauche, pouvait s'exprimer comme ceci en 1885. Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Pour lui comme pour ses contemporains, utiliser le terme de race n'avait rien d'infamant, et la démarche colonisatrice n'était pas considérée de manière négative, c'est au contraire le choix de ne pas aller civiliser les sauvages, et ainsi les priver du progrès, qui pouvait être perçu comme tel. Les grands-parents ont du mal à discuter avec leurs petits-enfants, les gens nés dans les années 80 ne comprennent pas ceux qui sont nés dans les années 2000, et vous prétendez pouvoir porter un jugement sur les actes de personnes qui ont vécu au XVIIIe ou au XVe siècle. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas nécessairement hier. Plaquer un discours actuel sur des phénomènes que même l'arrière-grand-père de ton arrière-grand-père n'a pas vécu, c'est absolument anachronique, en plus de révéler un manque d'humilité assez fantastique, puisque cela revient à nier qu'il existe une évolution des appréciations morales. Un acte de pitié, par exemple, à l'époque florissante des Romains, n'était appelé ni bon ni mauvais, ni moral ni immoral. Et quand même on l'aurait loué, cet éloge se serait mieux accordé avec une sorte de dépréciation involontaire, dès que l'on aurait comparé avec lui un acte qui servait au progrès du bien public, de la res publica. Parler d'actes cruels ou immoraux, sans préciser ce qui était considéré comme cruel et immoral au moment auquel ces actes se sont produits, cela n'a aucun sens, car lorsque l'on parle d'histoire,
il est nécessaire de contextualiser, et une gamine qui se filme sur TikTok pour condamner la conquête d'un territoire au XVIIe siècle, en termes de pertinence, c'est un peu comme un vulgarisateur qui fait des vidéos YouTube pour se moquer d'Aristote. Bruce Benamran, créateur d'e-Pensée, chaîne de vulgarisation scientifique aux millions d'abonnés, auteur de livres de vulgarisation non moins populaires, en a fait son running gag favori. Aristote. Non mais, sans déconner. Ça, c'est pour ta gueule, Aristote. Bref, se contenter de distribuer des bons et des mauvais points en fonction de la coïncidence plus ou moins grande de ses pensées anciennes avec ce que la science nous permet de tenir pour vrai aujourd'hui, c'est avoir une vision très étroite, non seulement du passé des sciences, mais aussi de leur avenir, puisque cela revient en quelque sorte à réduire la science à son état présent. C'est pour ça que c'est moins anodin qu'il n'y paraît de se moquer des bêtises d'Aristote, comme s'il n'avait été qu'une aberration, un obstacle, le pire scientifique de l'histoire. C'est précisément ne pas reconnaître que la science a une histoire, et qu'Aristote s'inscrivait déjà dans cette histoire, et qu'elle n'est encore aujourd'hui pas achevée. Sans contexte, toute critique perd en pertinence, c'est d'ailleurs pour la même raison que j'ai du mal à voir l'intérêt de critiquer l'islam uniquement en affirmant que le Coran est violent, forcément qu'il est violent, il a été écrit en Arabie au 7e siècle, le problème avec l'islam c'est moins le fait que son livre saint soit violent que le fait que des millions de gens continuent de le lire à la lettre, avec la même absence de recul que ceux qui l'ont écrit il y a 1400 ans, alors que Galilée, Albert Einstein et Max Planck sont passés par là depuis. Bref, quand des militants soi-disant antiracistes affirment que les Européens sont les seuls à avoir étendu leur emprise sur le monde, déjà c'est oublier l'existence de beaucoup d'autres empires, l'empire mongol ou bien l'empire ottoman, pour ne citer que ces deux-là, qui se mesuraient en millions de kilomètres carrés et en millions de morts, avec commerce d'esclaves sur plusieurs siècles pour certains, mais surtout c'est oublier, encore une fois, que les idées de force et de domination n'ont pas toujours été honteuses, comme c'est le cas de nos jours, où tout le monde se bat pour savoir qui a le plus de victimes au compteur, on revendique les défaites de ses propres ancêtres, comme si le fait d'avoir été dominé pendant des centaines d'années était synonyme de vertu, alors qu'au prix d'un petit effort intellectuel et de remise en perspective, on peut imaginer que c'est au contraire l'esprit conquérant qui était loué et mis en avant, que la volonté de se développer et la capacité à construire des civilisations dans la forêt ou dans le désert, par la discipline et la supériorité scientifique, que toutes ces aptitudes et aspirations unanimement jugées comme immorales aujourd'hui, faisaient autrefois partie de ce qu'il y avait de plus noble. Certains instincts forts et dangereux, tels que l'esprit d'entreprise, la folle témérité, l'esprit de vengeance, l'astuce, la rapidité, l'ambition, qui jusqu'à ce moment, au point de vue de l'utilité publique, n'avaient pas seulement été honorés, bien entendu sous d'autres noms, mais qu'il était nécessaire de fortifier et de nourrir, parce que l'on avait constamment besoin d'eux dans le péril commun, contre les ennemis communs. Ces instincts ne sont plus considérés dès lors que par leur double côté dangereux, maintenant que les canaux de dérivation manquent pour eux. Et peu à peu, on se met à les marquer de flétrissures, à les appeler immoraux, on les abandonne à la calomnie. Maintenant, les instincts et les penchants contraires ont la suprématie en morale. Si les Européens ont conquis la moitié de la planète, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus méchants que les autres, c'est parce qu'ils étaient plus puissants que les autres. Parce qu'ils étaient inspirés par la musique classique qu'ils avaient créée, parce qu'ils avaient inventé les bateaux et la poudre à canon, capables de les faire traverser des océans et de vaincre des adversaires à 10 contre 100 ou à 100 contre 1000, et inversement, si les Indiens d'Amérique ou les Noirs africains n'ont pas bouleversé la face du monde, ce n'est pas par grandeur morale, ou par respect pour les autres cultures, mais tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été en capacité de le faire. L'impuissance n'est pas une qualité moralement supérieure, et contrairement à ce que les antiracistes racontent en général, ce n'est pas la colonisation qui a permis aux peuples blancs de devenir riches, c'est la richesse des peuples blancs qui leur a permis de coloniser. Si le racisme pouvait réellement être dirigé contre les blancs, vous n'auriez pas eu besoin de préciser anti-blanc. On n'a jamais dit racisme anti-noir, on a dit racisme, et tout le monde savait précisément qui était l'oppresseur et qui était l'oppressé. Bien sûr qu'à l'origine le mot racisme signifie le racisme des blancs à l'égard des autres ethnies, mais pourquoi, à ton avis, Jean historien ? Parce que ce sont les blancs qui, la première fois, ont conceptualisé la notion de racisme, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été les seuls ni même les premiers à le pratiquer, c'est exactement comme l'esclavage dont tous les peuples se sont rendus coupables au cours de l'histoire humaine, et que les Européens sont les premiers à avoir aboli. Ah, je sais dire ça, et alors, eh bien vous allez quand même... Le terme de racisme évoque par défaut le blanc en tant qu'oppresseur pour la simple raison que les blancs sont les premiers à s'être remis en question, et que l'antiracisme est à la base une autocritique purement blanche,
une introspection jamais effectuée par les autres peuples, essayer de parler du génocide juif avec un Allemand, puis du génocide arménien avec un Turc, et constater la différence. Un de vos confrères est venu vous défier sur le thème « Tu n'oseras jamais taquiner sur la Shoah » et vous avez écrit « Regardez-nous les Juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. » Ah, j'ai dit ça à une arménienne. On l'a vendu partout, on est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. Oui, j'ai dit ça parce que c'était un Cédine arménien. C'est qu'on l'a. Ils ont vraiment eu la même chose. Ouais. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est s'asseoir par terre dans la rue. C'était donc Claude Sarraute. Quand Gwendoline et Rokhaya parlent de l'histoire des Blancs, elles en disent beaucoup plus sur leur propre système de valeurs que sur celui des temps reculés dont elles parlent, dont elles ne connaissent rien et dont, au fond, elles ne veulent rien connaître. Chacune a ses raisons de croire en un schéma simpliste avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. L'une en a besoin pour maintenir son business victimaire et se persuader que ses ancêtres n'ont aucune responsabilité dans le destin qu'ils ont eu, et l'autre en a besoin pour se donner une apparence intellectualisante, pour se la jouer woke, mais sans avoir à lire des bouquins non plus, faut pas abuser quoi. Il y a maintes façons d'appréhender et de raconter l'histoire en dehors des jugements moraux, surtout lorsqu'il s'agit de faits très anciens. On peut par exemple choisir d'admirer l'audace de ceux qui ont façonné notre monde, les merveilles de technologie déployées pour arriver à leur fin, d'y voir aussi des épopées incroyables, de voir la beauté malgré la tragédie, et même la beauté dans la tragédie, ou bien on peut garder ses œillères morales et décider de ne tout voir qu'à travers ce seul prisme, et donner des leçons à des gens qui ont construit des sociétés dans lesquelles on peut maintenant raconter des conneries en toute tranquillité. Tout dans leur regard transpire la petitesse et l'autosatisfaction. Elles estiment que des hommes qui ont vécu 1000 ans avant elles étaient trop ethnocentrés, alors qu'elles-mêmes se vautrent dans la morale la plus chronocentrée, c'est-à-dire la plus étriquée, coincée dans son époque, et qui sera, j'espère, analysée dans les livres d'histoire du futur, comme symbole de la médiocrité de l'ère démocratique au début du XXIe siècle en Occident. Parce que oui, il n'y a qu'en Occident que l'on peut voir une gamine blanche cracher sur ses ancêtres et faire des milliers de partages sur Internet, ou une femme noire expliquer que le racisme d'État est atroce, à longueur d'émissions diffusées sur le service public. Mais prenons un instant pour imaginer une uchronie, comme l'a fait Philippe Cadic dans son Maître du Haut-Château, et partons du principe que ce n'est pas le méchant capitalisme blanc qui a réussi à s'imposer, mais par exemple l'Empire mongol ou l'Empire ottoman. Quel serait alors le sort de Gwendoline ou Rokhaya, dans ces dimensions parallèles? La première aurait peut-être été balancée d'une falaise à la naissance, parce qu'elle serait née avec un sexe féminin, et la seconde aurait peut-être fini sa vie en tant qu'esclave, dans une cage, comme un animal. Quand on juge l'histoire depuis son petit confort occidental, il ne faut pas oublier que celle-ci n'est jamais terminée, et Gwendoline et Rokhaya devraient se demander si, demain, leurs arrière-petites-filles ne pourraient pas regretter la suprématie du modèle blanc dont elles souhaitent la disparition aujourd'hui. Car tout ne fait que commencer.